Quelques petits mots encore pour vous aider à me situer. Je n'appartiens à aucun réseau, pas même Facebook. Je ne représente aucun parti politique, aucun syndicat. Je suis vraiment ici à titre quasiment privé, mais aussi bien sûr professionnel, à l'invitation de Madame Dupont. Alors, comme Monsieur Gaines vous l'a dit, je suis en effet professeur de sciences sociales. Pour cela, j'ai suivi une formation de sociologue à l'Université libre de Bruxelles. Et donc, si je suis ici, c'est surtout pour partager une expérience d'enseignante, en fait, avec vous, qui êtes majoritairement de futurs enseignants, mais aussi pour essayer de montrer l'apport conceptuel de la sociologie dans la problématique ici qui nous occupe, celle de la liberté d'expression. Et vous allez le voir, sans vraiment aborder de front la liberté d'expression, mais plutôt des concepts qui, à mon avis, sont véritablement liés et qui me sont venus en tête tout simplement en écoutant et en observant mes élèves. Voilà. Alors, au fond, ma motivation essentielle, elle est résumée par ce petit logo que vous connaissez peut-être. Dans ce petit logo, vous reconnaissez les mots de science ou de savoir et de victoire. De victoire sur quoi? Bien sur les ténèbres, sur l'obscurantisme. On peut passer le slide suivant. Alors, rien de tel que d'évoquer des faits. Alors, bien entendu, ce qui nous réunit ici, ce sont ces désormais célèbres attentats Charlie Hebdo, mais également l'attentat qui a eu lieu à la porte de Vincennes, l'attentat antisémite. Une semaine plus tard, le 14 janvier, l'école dans laquelle je travaille, donc le lycée Lajweg, nous a demandé, à mes collègues et à moi, de consacrer la 5e heure de cours à la notion de liberté d'expression. Alors heureusement, je dirais, entre-temps, donc entre ces attentats et ce 14 janvier, eh bien, nous avions eu le temps de la réflexion nous-mêmes, le temps de nouveau d'observer, d'écouter les élèves. Et qu'est-il ressorti de cela? Eh bien, je dirais que les élèves vont très très vite évacuer l'attentat antisémite de la porte de Vincennes. Ils n'en ont quasiment pas parlé, spontanément. Ils étaient choqués par quoi? Ils étaient choqués par les caricatures. Lorsque dans un deuxième temps, les élèves évoquaient les attentats, le deuxième attentat, celui de la porte de Vincennes, eh bien, ce qui ressortait dans la bouche de beaucoup d'élèves, c'était « les Juifs tuent les Arabes ». Alors je reprends les mots des élèves, ce qu'on entend véritablement dans la bouche de nos élèves, pas tous. Alors j'ai observé et écouté également des collègues, je me suis écoutée moi-même aussi, et il est vrai que nous étions évidemment, nous, choqués plutôt par les attentats eux-mêmes, par les deux attentats, mais que nous savions déjà aussi malheureusement ce qu'une partie de nos élèves allait nous dire. C'est-à-dire que nous avions tous quasiment déjà très bien anticipé la première phrase que j'ai indiquée en rouge. Vous allez comprendre, enfin en rouge, oui, en jaune. Vous allez comprendre, on est choqué par les caricatures et les Juifs tuent les Arabes. Nous savions que c'était ce que nous allions entendre et que nous n'avions pas spécialement envie d'entendre. Et donc, beaucoup de collègues et moi-même, en fait, nous n'avions pas fort envie, en fait, de nous confronter à cela. Alors, donc voilà, cette semaine de réflexion, avant de parler de la liberté d'expression, je pense qu'elle a été très salutaire. Alors, le slide suivant, merci. Pourquoi est-ce que nous n'étions, au fond, dans un premier temps, pas très chauds? Parce que moi, j'enseigne à peu près depuis une quinzaine d'années, un petit peu plus, les sciences sociales à la ville de Bruxelles. J'ai commencé ma carrière dans le réseau des écoles européennes un petit peu avant. Disons qu'en gros, je suis prof depuis 20 ans. Entre le mois de septembre 2001 et les fameux attentats du World Trade Center et l'attentat antisémite du musée juif de Bruxelles en mai 2014, à proximité immédiate du lycée où j'enseigne, eh bien, ce que nous avons constaté, en tout cas ce que j'ai pu moi-même constater dans les différentes écoles de la ville de Bruxelles dans lesquelles j'ai enseigné, c'est la montée d'un sentiment anti-américain, la montée de l'antisémitisme, la montée aussi, excusez le néologisme, du complotisme, quelque chose qui a été évoqué
par Madame Arish notamment, la montée du négationnisme également, et particulièrement la négation de la Shoah. Et je pourrais ajouter aussi, mais ici on s'écarte un petit peu du sujet, la montée également du créationnisme ainsi que de l'homophobie. Alors, il faut ici bien sûr que je précise, sans langue de bois, que ces différents sentiments émergent chez une partie de nos élèves. Alors il est temps ici que je précise et que je les identifie. Vous le savez, les écoles de la ville de Bruxelles, ce sont des écoles qui ont toujours accueilli la mixité culturelle. Certaines sont un petit peu moins mixtes, d'autres le sont un petit peu plus. L'école dans laquelle je travaille, le lycée d'Aschbeek, j'ai beaucoup de chance, c'est une école qui, je considère assez facilement, est véritablement une école mixte. Alors, il est vrai que peu de temps après le décret d'inscription, eh bien, cette école est passée en ce qu'on appelait avant discrimination positive et qu'on appelle maintenant l'enseignement différencié. Mais il n'empêche que nous accueillons encore des Bruxellois issus de différentes communautés. Bien entendu, une communauté importante en nombre, qui représente à peu près la moitié des élèves de toutes mes classes de sciences humaines, section dans laquelle j'enseigne, et bien la moitié à peu près de mes élèves appartient à la communauté musulmane. Et donc malheureusement, ce sentiment anti-américain, antisémite, cette montée du complotisme et du négationnisme, eh bien c'est au sein de cette communauté malheureusement qu'elle émerge. On va passer le slide suivant. Alors je reprends l'expression des élèves, on est choqué par des caricatures. Alors je vois voilà, qu'elles apparaissent toutes. J'ai donc décidé de repartir de ce qui les avait choqués et de leur offrir un petit peu plus que ce à quoi ils s'attendaient probablement, c'est-à-dire que j'ai bien sûr repris une caricature, comme vous le voyez, du prophète Mahomet, vous la reconnaissez. J'y ai joint également une caricature, vous la reconnaissez, le dîner de cons, qui représente Jésus. Une autre caricature, les intouchables, qui représente un rabbin poussant un imam, et évidemment en parodie du film Les Intouchables, qui avait rencontré un très grand succès. Et je représentais également une caricature un petit peu plus ancienne, la qualité d'ailleurs de la reproduction n'est pas terrible. C'est une caricature qui avait choqué beaucoup de Belges à l'époque de la mort du roi Baudouin, puisqu'il était traité tout simplement de roi des cons. Mais les élèves ont reconnu, lorsque j'ai proposé cette caricature, eh bien, ils ont reconnu tout de suite la caricature de Chirac, en fait, qui avait hérité de la couronne des rois des cons, du roi des Belges. Bien, alors inutile de vous dire qu'en à peine 45 minutes, j'ai à peine eu le temps, en fait, de faire observer, analyser la première caricature, celle du prophète, à peine les autres. La presse était présente pendant cette heure de cours que je donnais. Et donc, je vous propose ici, dans le slide suivant, ce qui est ressorti au fond de cette analyse, tel que la journaliste Annie Covin l'a relaté. En fait, ça correspond tout à fait à ce qui s'est produit. Alors, je vais le lire avec vous. La sonnerie retentit, donc c'est la fin du cours. Le cours se finit trop tôt, il y avait encore temps à faire, dire. Et là, donc, ce sont les élèves qui parlent à la journaliste et qui lui disent « On n'a pas assez parlé de Charlie Hebdo. C'est pas un modèle parce qu'il se moque de tout le monde, juifs, musulmans, chrétiens. Il chante trop pour rien, c'est moi qui ai mis en caractère gras. Je n'aime pas Charlie, dit Rita. Moi non plus, je ne suis pas Charlie. Représenter le prophète, c'est ne pas respecter plus d'1 milliard de fidèles. Pour moi, la liberté d'expression s'arrête là, lance un autre. On n'aime pas Charlie, mais on n'est pas con. Ceux qui ont fait ça, c'est les malades, c'est les terroristes. Nous, on a un cerveau. Voilà ce qui rassure. Donc je suis rassurée, mais en fait je n'en doutais pas, bien sûr. Ben oui, mes élèves ont un cerveau, ils sont tout à fait capables de l'utiliser. Ils sont tout à fait capables de l'utiliser, mais il n'empêche que j'étais quand même assez découragée
de voir qu'au fond, alors que je voulais montrer en gros quelles étaient les intentions tout simplement des caricatures, et qu'au fond ce n'était pas tant l'islam qui était critiqué, encore moins le christianisme, par ces caricatures, c'était surtout, si je reprends la caricature de Mahomet, la charia. Si je reprends la caricature parodiant la dernière scène, on voit bien que ce sont les extrémistes qui remplacent les disciples, qui sont critiqués. Eh bien, j'avais eu toutes les peines, au fond, à essayer justement de faire constater cela aux élèves, puisqu'au fond, ils ressortaient de cette heure de cours encore plus choqués, puisque non seulement, se disait-il, Charlie se moque des musulmans, mais au fond, il se moque aussi des juifs et des chrétiens, et au fond, il choque trop pour... Pourquoi? Non, pas pour la liberté d'expression. Pour les élèves, c'est pour rien. Au fond, il choque et ça ne sert à rien. Alors, Madame Dance l'a dit, juste avant moi, quand on est enseignant, il faut être tenace. Donc, je ne lâche pas l'affaire. J'en suis restée là et je verrai bien sûr comment je pourrais intégrer ça dans de véritables séquences d'apprentissage l'année scolaire prochaine, bien entendu. Mais il choque trop pour rien. Eh bien, je dirais que ça m'a vraiment fait réfléchir à certains concepts. Et en effet, on peut passer le slide suivant. Lorsqu'on est sociologue comme moi, et qu'on entend des personnes dire être choquées, il est évident que ça fait référence au sacré. Le choc, en fait, c'est une atteinte au sacré. Alors, le sacré intervient dans une problématique en sciences sociales, qui est une problématique vraiment très très célèbre, la problématique donc, du sacré et du profane. Et au fond, ici j'analyse un petit peu avec des mots de sociologue ce que disent les élèves quand ils disent qu'ils sont choqués par ces caricatures, quelles qu'elles soient au fond. Eh bien, c'est que ces caricatures, ce ne sont pas tant des blasphèmes, parce que le mot de blasphème est fort revenu dans la parole de nos élèves, et a mis un petit peu tous les professeurs mal à l'aise. Ils sont allés revoir très rapidement la définition du blasphème. Je dirais avec des mots de sociologue que les caricatures, c'est tout simplement une profanation. C'est-à-dire qu'on a désacralisé ce qui pour eux était sacré. Par exemple, Mahomet, la représentation de Mahomet, tout court, même pas de manière caricaturale, mais c'est une profanation, c'est une, autrement dit, désacralisation. Alors, un tout petit mot de la sociologie, parce que j'imagine que je n'ai pas que des sociologues, des spécialistes de sciences sociales en face de moi, je suis peut-être la seule de mon espèce. Alors, la sociologie, pour faire court, est une science humaine qui a émergé, je dirais, vers la fin du XIXe siècle comme science autonome. Beaucoup d'historiens, au fond, avant, faisaient œuvre de sociologues. Et la sociologie a pour objet d'étude, tout simplement, les faits sociaux. Alors, on essaie de les étudier avec toute la rigueur scientifique, bien sûr, mais évidemment, c'est assez difficile, puisque, à l'inverse d'un chimiste ou d'un biologiste, nous ne pouvons pas expérimenter. Nous ne pouvons qu'enquêter pour avoir une meilleure appréhension de ces faits sociaux. Très rapidement, sera considéré comme fait social majeur le fait religieux. Et donc va s'autonomiser au sein de la sociologie assez rapidement ce qu'on appellera la sociologie des religions ou sociologie du fait religieux. Cette sociologie va bénéficier d'un apport vraiment très très enrichissant de l'anthropologie sociale, de ce qu'on appelait en d'autres mots avant l'ethnologie. Et en effet, à partir de là, des sociologues n'hésiteront pas à comparer les différentes religions, les différentes pratiques religieuses, notamment dans les sociétés modernes, post-industrielles telles que la nôtre, et dans les sociétés traditionnelles. La problématique sacré-profane a été évoquée par le fondateur de la sociologie française, Émile Durkheim. J'ai indiqué ses dates, vous voyez son portrait. Dans une œuvre fondamentale, les formes élémentaires de la vie religieuse. Donc je reprends en fait la problématique telle qu'il l'a évoquée lui-même. Alors dans le slide suivant, je vous propose en gros un résumé, très résumé, de cette théorie. La religion donc est un fait social comme un autre, à étudier comme un autre.
mais c'est un fait social évidemment qui est très particulier. Pourquoi? Au fond parce qu'il est agent de cohésion sociale. En effet, je pense que tout le monde comprendra assez facilement que le fait de partager les mêmes croyances que les autres membres de sa société, les mêmes croyances qui figurent dans les mêmes mythes, dans les mêmes récits symboliques, disons, particulièrement ce que les anthropologues appellent les mythes fondateurs, c'est-à-dire des mythes ou des récits qui expliquent l'origine même de la société, mais le fait de partager ces croyances, le fait également de participer ensemble à des rites, à des cultes religieux, ou bien de manière simultanée, par exemple de prier tous, même chez soi, mais au même moment, dans la même direction, et bien tout ça, ça augmente un sentiment d'appartenance à un groupe, à une communauté, éventuellement, bien sûr, à une société. Donc ça, je pense qu'on le comprend aisément. Alors, dans le slide suivant, je dois parler d'autre chose aussi. Pour les sociologues, il existe en gros deux types de sociétés. Une société traditionnelle dans laquelle aucune autonomie n'est laissée à l'individu. Il n'a pas le choix, par exemple, en matière religieuse. Il doit pratiquer une religion, il doit croire, ou à tout le moins faire semblant. Le contrôle social, il sera mené par tout le monde, le voisinage. Chaque membre de la famille contrôle chaque individu, chaque membre de la société. En fait, être différent, par exemple pratiquer une autre religion, c'est perçu comme une menace pour la société, pour la survie même de cette société. La cohésion sociale repose bien sûr sur des pratiques religieuses communes, mais aussi sur le fait tout simplement que les membres sont tous semblables et que donc une société ne peut pas disparaître, ne peut pas éclater, qu'elle se retrouve renforcée en fait par cette ressemblance. Dans ce cas-là, le sacré, dont je n'ai pas encore trop parlé, mais ça va venir, le sacré et le religieux se confondent. Et bien entendu, on comprend que le religieux est essentiellement sacré, même si, encore une fois, je ne vous ai pas encore tout à fait dit de quoi il s'agissait. Dans le slide suivant, je vais parler de notre société, des sociétés alors qu'on a un petit peu de mal à nommer, moderne, postmoderne, industrielle, post-industrielle, société bien souvent démocratique, mais pas toujours. Là, par contre, chaque membre de la société bénéficie, jouit d'une très grande autonomie. Le contrôle social existe, bien sûr, mais il est formel, c'est-à-dire qu'il est institutionnalisé. Il est représenté par des personnes qui ont le droit de l'exercer, dont c'est la fonction, la police par exemple, le juge, le magistrat, éventuellement un tout petit peu le professeur dans une école. Il est donc explicite, il est clairement encadré par des lois très clairement explicitées. Dans une école, ça peut être par exemple par un règlement écrit, signé par les élèves ou les parents d'élèves. Dans ce genre de société, la singularité, la diversité n'est pas du tout vue comme une menace, elle est même encouragée. Alors on peut dire que lorsque, par exemple, on encourage la liberté d'expression, eh bien c'est cette singularité-là que l'on encourage. On encourage chacun à exprimer son point de vue. Alors on peut se poser la question, on se dire, comment ce genre de société fait-elle pour tenir le coup par rapport à la société précédente, aux sociétés traditionnelles? En fait, la cohésion sociale, elle repose tout simplement sur la diversité, une diversité professionnelle également. Petit à petit, ces sociétés connaissent une grande diversification, une très grande spécialisation de ses membres. Et au fond, la cohésion repose sur le fait que chaque personne hyper spécialisée, elle dépend complètement des autres. La cohésion, la force de cette société, au fond, c'est l'interdépendance de ses membres. Par exemple, moi, à la moindre ampoule à remplacer, j'ai besoin d'un électricien. Je ne peux pas survivre sans mon électricien, j'ai besoin de lui. Lui, il a peut-être besoin de moi pour que j'éduque, j'enseigne à ses enfants. Donc, vous avez compris, on peut multiplier ces exemples à l'infini. La diversité religieuse, donc, est autorisée. Et dans ce cas-là, ce qui est assez particulier, c'est que le sacré ne se confond plus essentiellement avec le religieux. Bien sûr, le religieux reste, il continue à être sacré, mais un autre sacré émerge. Un sacré qui sera, on va utiliser ce mot-là faute de mieux, laïque,
éventuellement on pourrait dire aussi athée, en tout cas dégagé de toute religion. Alors, on a parlé tout à l'heure, à nouveau, des valeurs, que ce soit Madame Harish, que ce soit Madame Dams, des idéaux des droits de l'homme, des valeurs d'égalité, liberté, respect de la diversité. Eh bien, on peut dire que dans notre société, ces valeurs, ce sont des valeurs qui sont au fond sacrées. Et ce que l'on a vu dans les réactions au fond des professeurs qui, en gros, comme moi, étaient choqués par ces fameux attentats, que ce soit les attentats antisémites ou les attentats contre Charlie Hebdo et donc la liberté d'expression, c'est que si nous étions choqués, c'était au fond parce qu'on se sentait attaqué dans notre sacré à nous, au fond, hein, dans ce sacré laïque, ce sacré des droits de l'homme. Voilà, alors je vais passer au slide suivant. Alors, il est temps maintenant que je m'approche de la définition de ces fameux concepts sacrés-profanes. Au fond, on définit cela assez simplement. Ici, j'ai repris la définition de Durkheim. Alors, je vais la lire rapidement avec vous et puis je la simplifierai. Les choses sacrées, ce sont celles dont la société elle-même a élaboré la représentation. Il y entre toutes sortes d'états collectifs, de traditions, d'émotions communes, de sentiments qui se rapportent à des objets d'intérêt général, etc. Et tous ces éléments sont combinés d'après les lois propres de la mentalité sociale. Les choses profanes, au contraire, ce sont celles que chacun de nous construit avec les données de ses sens et de son expérience. Au fond, quand on reprend la première phrase, qui est fondamentale et qui a fait évidemment scandale à l'époque de Durkheim, je n'ai pas le temps de vous le dire, il dit au fond que le sacré, qu'il soit religieux d'ailleurs ou laïque, il n'ose pas trop développer la notion de sacré laïque encore, mais le sacré religieux, au fond, c'est le produit de la société. C'est une élaboration, la religion, c'est une élaboration de la société. Alors, on va passer au slide suivant, où je simplifie un petit peu ça. À quoi repère-t-on le sacré ? Le sacré, c'est ce qui crée des interdits, ce que les anthropologues appellent des tabous, en reprenant un terme polynésien. C'est ce qui crée aussi des obligations, c'est ce qui est exceptionnel. Le fait religieux est donc majoritairement sacré, mais bien entendu, je le répète, il existe également un sacré athée, laïque. Je reprends le titre d'un ouvrage ici, c'est pour ça que je le mets en italique, c'est le sacré hors religion. Est profane quoi donc ? Tout le reste, c'est peut-être un peu court, tout ce qui est quotidien, tout ce qui est banal. Ce qui est très intéressant aussi, alors je l'ai mis entre parenthèses, j'aurais peut-être pas dû au fond parce que vous voyez que c'est pas très logique, hein, j'ai quand même mis en évidence des mots en caractère gras. Est profane également une personne qui n'appartient pas à un groupe initiatique, une personne qui n'a pas été initiée. Alors, oui, on voit bien que ces deux définitions, elles correspondent très bien à ce que je vous ai dit précédemment. Le sacré, c'est ce qui crée des interdits, ce qui crée des obligations, c'est véritablement à cela qu'on le repère. Alors, on peut passer au slide suivant. Alors, petite illustration quand même, pour concrétiser tout cela, rien de plus quotidien et de plus banal que le fait de manger, que le fait de se nourrir. On commence peut-être à y penser d'ailleurs, hein, ici et maintenant, le petit déjeuner est un peu loin. Donc, se nourrir, c'est de l'ordre du profane. Et pourtant, ce profane, il sera très très rapidement sacralisé. Me nourrir, ça correspond aussi à toutes sortes d'actes sacralisés à partir du profane. Et en effet, vous le savez bien que lorsque vous vous nourrissez, certains aliments seront peut-être prescrits. Alors ça peut être pour votre santé ou pour d'autres raisons. D'autres seront interdits. Et alors bien sûr, il y aura là des interdictions religieuses. Vous savez également que le fait de se nourrir est encadré de temps en temps par des pratiques de jeûne. Nous assistons également, quand nous mangeons, à des repas familiaux qui ont une signification religieuse. Pour certains, pensez au repas de Noël, ou qui ont tout simplement une signification commémorative, d'anniversaire, le repas d'anniversaire, mais qui crée là aussi toutes sortes d'obligations, toutes sortes d'interdits. Nous sommes bien dans le domaine du sacré. Et pour le simple repas d'anniversaire,
du sacré tout à fait laïque, hors religion. Alors, comment se fait-il que nous sacralisions et pourquoi sacralisons-nous certains repas? Ici, on a vraiment l'élément clé du sacré et du profane. Lorsque je mange, dans le cadre d'un repas, pas simplement vite un hamburger parce que je n'ai pas le temps de manger autre chose, mais je mange en fait pour signifier mon appartenance à une famille. Je signifie mon appartenance à une famille, à un groupe, à une communauté. En fait, quand je mange, ce que je fais, c'est que je célèbre ma famille, je célèbre mon groupe d'appartenance. Lorsque j'assiste à un repas qui a une connotation religieuse, en fait, diront les sociologues, et moi-même donc, je ne célèbre pas du tout un Dieu. Ce que je célèbre, c'est mon identité. C'est l'identité sociale qui est constitutive de ma propre identité. On peut passer au slide suivant. Voici. Ma conclusion donc, que nous ont montré les élèves quand ils parlaient de blasphème. Ce qu'ils voulaient nous signifier, c'est que pour eux, le fait que l'on ait remontré à nouveau toutes ces caricatures, et notamment les caricatures de Mahomet, eh bien c'était cela qui comptait avant tout. Il y avait une atteinte au sacré, et donc une atteinte à une partie de leur identité, une atteinte à leur identité sociale. Alors bien entendu, en tant qu'enseignant, la question que l'on peut se poser, c'est, mais au fond, quel était le sacré ici qui dominait? C'était le sacré religieux, c'était pas le sacré laïque. Quelle identité ici ont-ils mis en évidence? C'était leur identité religieuse, au fond, leur identité sociale. L'identité religieuse étant, au fond, une identité sociale parmi d'autres. Voilà ce que je voulais transmettre. J'espère que ces concepts vous seront utiles dans votre future carrière d'enseignant, même si vous n'enseignez pas les sciences sociales. Je vous remercie pour votre attention.